destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, c'est le Patriote éclairé pour une nouvelle vidéo, un nouvel entretien, commentaire d'actualité, commentaire d'actualité du mois de janvier 2016. Donc on est dans un entretien mensuel, janvier 2016, actualité nationale. Donc j'ai une petite dizaine de sujets que je vais traiter avec vous, donc toujours le principe des entretiens d'actualité, je suis là face à vous, face à la caméra, et j'énumère des sujets voilà, que je traite rapidement, 5-6 minutes par sujet. Donc c'est parti, entretien, sans doute en deux parties, là encore, un entretien assez chargé, un entretien janvier 2016, actualité nationale, première partie. Donc on est sur, donc bonne année à tous, même si ça fait je fais un peu en retard, mais retard que jamais. Donc voilà, j'ai posté quelques petites vidéos récemment, j'avais des examens, bon. Mais je suis de retour pour une nouvelle année, donc voilà. Entretien janvier 2016, actualité nationale, première partie. En deux parties, hein. Donc voilà pour le mois de janvier, actualité nationale. Donc on commence tout de suite avec les actualités nationales, avec une rubrique nécrologie hommage, comme c'est l'habitude. Donc rubrique nécrologie hommage, où je rends hommage à quelques personnalités, qu'elles soient du monde du spectacle ou de la politique des intellectuels, qui sont morts dans le mois ou récemment. Donc là j'en vois 4, donc 4. 3 Français et un Italien, donc Jacques Rivette, Michel Galabru, Michel Delpech et Ettore Scola. Donc je vais rendre hommage dans une rubrique nécrologie hommage à ces 4 personnalités bien différentes. Donc tout d'abord Rivette, un cinéaste. Bon, qui était Jacques Rivette? Jacques Rivette, figure incontournable et majeure du cinéma de la nouvelle vague des années 60, de la nouvelle vague des jeunes Turcs de la nouvelle vague autour de François Truffaut, Claude Chabrol et notamment Eric Rohmer et notamment surtout Jean-Luc Godard. Nouvelle vague, politique des auteurs, années 60, dont je connais pas trop le cinéma, mais c'était un grand cinéaste, qui est l'un des derniers avant, il ne reste que Jean-Luc Godard du cinéma de la nouvelle vague français qui sont encore en vie, qui avait fait notamment un film comme Paris nous appartient, bon, qui était un hommage au cinéma populaire des années 30, il me semble, de René Clair et de tout ce cinéma réaliste et social du cinéma politique des années 30, donc hommage au cinéma réaliste et social français des années 30, cinéma populaire, Paris nous appartient et bien d'autres choses. Une carrière cinématographique qui s'étend sur 50 ans véritablement. Du début des années 60 jusqu'aux années 2010. Hein, donc voilà pour Jacques Rivette. Je rends hommage donc à un grand français, un grand nom du cinéma français, du cinéma de la nouvelle vague des années 60, à une époque où le cinéma français, bien évidemment, rayonnait dans le monde entier. Donc Jacques Rivette, voilà. Jacques Rivette s'est éteint, je crois, 83 ou 84 ans, il était de 1927 ou 28, faites le calcul, il avait même 85 ans, je crois qu'il était de 27, bon assez vieux. C'était le dernier avant Godard, donc Godard, quand Godard mourra, bon, la nouvelle vague sera totalement morte. Il doit rester Varda, peut-être Agnès Varda, mais bon, c'est pas une figure majeure de la nouvelle vague non plus, Agnès Varda, mais voilà, bon, il reste Godard. Donc voilà pour Rivette. Donc hommage unanime à ce grand cinéaste et à ce cinéaste novateur de la nouvelle vague, plutôt de gauche. Deuxième, ensuite, Michel Galabru, on reste dans le domaine du cinéma, mais cette fois, c'est plus un metteur en scène, mais un acteur. Bon, bien évidemment, immense hommage à cet immense comédien, qui est peut-être le dernier des grands comédiens classiques du cinéma français, qui était Michel Galabru. Lui, âgé de quasiment 95 ans, Michel Galabru, je crois, donc plus de 90 ans, en tout cas beaucoup plus vieux que Rivette. Bon, Michel Galabru, bien évidemment, je vais pas m'étendre, mais grand comédien, grand acteur, grand comédien populaire du cinéma français des années 50, mais surtout 60-70, et même 80, notamment, qui a été immortalisé dans l'adjudant, dont je ne sais plus le nom, là, l'adjudant dans Le Gendarme, bien évidemment, toute la série des gendarmes aux côtés de Louis de Funès, donc la série des gendarmes, le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme se marie, le gendarme à New York, le gendarme les extraterrestres, le gendarme en balade, enfin toute la série des gendarmes dans les années 60, puis après d'autres films. Donc voilà, après le metteur en scène novateur de la nouvelle vague, le grand acteur et le grand comédien, le grand talent du cinéma populaire français des années 60-70, Galabru, qui avait fait une dernière petite apparition, une dernière petite incursion dans le cinéma français, dans Bienvenue chez les Ch'tis, je crois, où il jouait C'est le Nord. Ce qu'on retient de Galabru, cet accent inimitable et ce grand comédien populaire.
Ensuite, Michel Delpech, et je finirai avec Scola, qui est peut-être sur lequel je vais peut-être un peu m'attarder. Hommage à Michel Delpech aussi, bien évidemment. Bon, là, on sort du cinéma, mais c'est toujours... là, c'est une rubrique nécrologie hommage spéciale aux artistes. On n'est que sur des artistes, que sur des chanteurs populaires et des cinéastes et des acteurs. Donc on est spécial artiste. Michel Delpech, bon, Michel Delpech, pareil, je vais pas m'étendre, hein. Immense, enfin très grand auteur-interprète, très grand chanteur des années 70-80, avec des tubes comme assez audacieux d'ailleurs, Les Divorcés, Pour un flirt, Que Marianne était jolie, bon, Le Loir-et-Cher, hommage au peuple profond, mais aussi des chansons plus novatrices audacieuses je l'ai dit, Les Divorcés, voilà. Bon, grand chanteur des années 70, très populaire. Bon, Le Chasseur aussi, le chanteur engagé, Que Marianne était jolie, chez Lorette, Le Flirt. Quand j'étais chanteur aussi, où il évoque la nostalgie, voilà, de la carrière et du monde des artistes et saltimbanques, donc voilà. Donc grand hommage à Michel Delpech qui en plus avait déclaré récemment chez Drucker, ou je sais pas où qu'il était, atteint d'un cancer en phase terminale. Bon, on le savait tous, on était très tristes depuis longtemps, mais hommage unanime à Michel Delpech qui lui s'est en allé assez tôt, hein. Il avait pas 65 ans je crois, hein, ou à peine 65 ans, alors que les autres que j'ai cités là avaient 80 voire 90 ans bien tapés. Hommage unanime à Michel Delpech, hein. Immense chanteur populaire et qui a abordé tous les styles de la chanson populaire, de la variété jusqu'à certaines chansons à texte, hein, bien évidemment. Donc hommage unanime à Michel Delpech. Et enfin, dernière, et je clôturerai la rubrique nécrologie hommage pour ce mois-ci, Ettore Scola. Alors là, Ettore Scola, immense, donc là c'est un italien, un étranger, mais je l'aborde bien évidemment parce que Ettore Scola était ce très grand cinéaste italien des années 70, 80, même jusqu'aux années 2000. Très grand cinéaste italien, de ce qu'on appelle la comédie à l'italienne, des années 70-80, avec des films, d'ailleurs plus dramatiques, mais en général très représentatifs de la comédie à l'italienne, avec, là aussi il n'y a pas beaucoup de survivants, hein, avec Fellini, avec Comencini, avec De Sica évidemment, avec Dino Risi évidemment, bon, on va pas en parler, mais bon, quelques grands films qui jalonnent la carrière de Scola, Affreux, sale et méchant, bon, dans un genre assez grotesque et assez farce, moi, Affreux, sale et méchant. Bon, Le Bal, un film intégralement muet sur la danse, le Bal. Une journée particulière, bien évidemment, avec Mastroianni et Sophia Loren dans les années 70, une journée particulière sur fond de dénonciation de l'intolérance et du fascisme et de la guerre. Film remarquable, et surtout Nous nous sommes tant aimés, voilà. Nous nous sommes tant aimés, film des années 70, emblématique avec Nino Manfredi et Vittorio Gassman. Film emblématique de cette Italie d'après-guerre, de ses convulsions sociales et politiques, des désirs de révolution, avec cette fameuse phrase, et je finirai peut-être là-dessus sur ce que là. Quand on était jeune, on rêvait de changer le monde, et c'est le monde qui nous a changé. Voilà. Film, citation remarquable du film Nous nous sommes tant aimés. Peut-être son meilleur, bon, c'est assez dur à dire. Et d'autres films aussi, Passion d'amour avec Giroudot, film magnifique, Passion d'amour. Et surtout, La famille, voilà, La famille, La terrasse, bon voilà, tous ces films sur rêvions de changer le monde. L'élite de la gauche italienne, hein, puisque c'est pas un secret que Ettore Scola était bien évidemment un cinéaste de gauche, mais comme tous les cinéastes italiens d'après-guerre, hein, que ce soit De Sica, que ce soit Rizzi, que ce soit Comencini, ils étaient tous de gauche. Bon, lui, il clôt une grande tradition de la comédie à l'italienne, et qui va bien au-delà de la comédie d'ailleurs, mais avec une vision très sociale et politique du monde, très quasiment marxiste, ou en tout cas une critique socio-politique très intéressante. Chez Rizzi, chez Scola, chez Comencini, et bien évidemment chez De Sica. Donc voilà, pour finir sur Scola, donc les grands films à retenir, hein, Nous nous sommes tant aimés, Une journée particulière, La famille, Passion d'amour, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre emblématiques de la comédie italienne, et de ce regard très critique et très acéré, à la fois critique sociale et politique, dont les Italiens avaient la particularité tout au long des années 70. Donc voilà, c'est fini pour cette rubrique nécrologie hommage. Donc deux géants du cinéma, donc Rivette, cinéaste de la Nouvelle Vague, et Galabru pour le comédien populaire du Gendarme. Hommage évidemment à Michel Delpech, parti trop tôt. Et d'ailleurs je mettrai peut-être White is White, hein, pour rendre hommage à ce grand combattant de la paix aussi, de l'amour entre les peuples. Michel Delpech, et enfin Ettore Scola, le grand cinéaste italien, emblématique de
de la comédie à l'italienne, avec des chefs-d'œuvre sociopolitiques et de comédie italienne, comme Une journée particulière, Nous sommes tant aimés, ou Passion d'amour. Donc voilà, Ettore Scola, c'est un peu comme, voilà, comme Rivette, c'est le dernier d'une génération de cinéastes, alors lui de la comédie à l'italienne, c'est-à-dire de ce cinéma réaliste, social, populaire et politique italien. Voilà. Rubrique nécrologie hommage, c'est fini. Alors autre sujet, on commémore ce mois-ci, janvier 2016, les 20 ans de la mort de Mitterrand. Quel héritage, quel bilan politique très rapidement. Alors oui, bon, c'est un sujet pour personne. Mitterrand, on a commémoré ce mois de janvier 2016, en grande pompe, à la République, les 20 ans de la mort de François Mitterrand, qui était mort quelques mois après la fin de son mandat en janvier 96. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans, mais on fête pas les... Bon, bah, d'ailleurs, on fêterait les 100 ans de la naissance de Mitterrand, parce que Mitterrand est né en 1916, on est en 2016, mais là, en fait, véritablement, c'est les 20 ans on commémore les 20 ans de sa mort. Donc, pourquoi c'est pas vraiment une actualité, puisqu'il est mort depuis 20 ans, et bon, il hante un peu la politique française et la gauche socialiste, bien évidemment, mais je commémore ça pour voir la stricte actualité. En fait, quel est l'héritage et le bilan politique de Mitterrand, et pas que politique d'ailleurs, mais économique, et surtout, quel est cet héritage, ce bilan aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste non seulement du mitterrandisme comme pratique politique, mais des idées, ou plutôt des trahisons de Mitterrand, aujourd'hui dans la politique. Donc quel est l'héritage, quel bilan, très rapidement. J'en vois trois, que je qualifierais comme la nouvelle Sainte Trinité, c'est-à-dire libéralisme, communautarisme, européisme. En quelques minutes, c'est ça que je vais essayer de montrer. Le bilan et l'héritage politique de Mitterrand, et même métapolitique, c'est cette nouvelle Sainte Trinité. Hein. C'est un tournant européiste, libéral et communautariste. Bon, très rapidement, tournant européiste peut-être. Tournant européiste, bon, bien évidemment, quel héritage de Mitterrand dans la soumission à l'européisme et à l'Europe fédérale de Maastricht? Bon, bah, le traité de Maastricht, que Mitterrand a fait ratifier en 92. Donc Maastricht en 92, et surtout, bon, l'acte unique, signé et ratifié par Delors et Mitterrand en 86. Acte unique en 86, Maastricht en 92, Schengen en 95. Donc, la perte totale de la souveraineté économique, monétaire, qui préparait d'ailleurs la monnaie unique, chez Mitterrand. Donc le tournant européiste de Mitterrand, c'est clair. Maastricht, acte unique, monnaie unique, et surtout Schengen en 95. Donc le tournant européiste et anti-souverainiste de Mitterrand, fin des années 80, début des années 90. Donc voilà pour son héritage européiste. Bon, bah, je vais pas vous faire un dessin sur ce qui reste de cet héritage. Depuis 20 ans, toute la souveraineté nationale de la France en matière économique, monétaire, militaire, migratoire, toute la souveraineté de la nation française a été bradée intégralement. Mitterrand avait initié ça, ou c'était pas le premier, hein, déjà Giscard et Pompidou. Bon, un tournant européiste et trahison de la souveraineté nationale. Autre héritage, autre bilan, peut-être économique, qui est mon deuxième point de la Sainte Trinité, le virage libéral, le tournant de la rigueur. Bon, on se souvient, Mitterrand est élu en 80 sur un programme commun, le programme commun de l'alliance entre socialistes et communistes pour battre la droite. Ils battent la droite, ils prennent le pouvoir, un peu à la manière du Front Populaire. Hein. Ils refont le Front Populaire, c'est-à-dire le rassemblement des gauches contre le fascisme, contre la droite. Donc rassemblement populaire, rassemblement de toutes les gauches, coalition de toutes les gauches, pour mener un combat d'union sacrée, un combat de gauche, social et progressiste et réformiste. Donc élection de Mitterrand sur un programme commun avec les communistes, nationalisation, bon, politique de gauche, hein, nationalisation, soutien aux francs, hausse des salaires, nationalisation des banques et des industries, donc politique très à gauche du programme commun. 1983, tournant de la rigueur, trahison de tournant de la rigueur et virage de la rigueur et virage libéral. Mitterrand trahit le programme commun et les communistes, enterre la politique de la relance keynésienne et nous fout dans le virage de la rigueur, dans le tournant de la rigueur et dans la politique libérale. Et bientôt dans le néolibéralisme, puisque à l'époque il y avait Thatcher, n'oublions pas, en Angleterre. Et Reagan en Amérique d'ailleurs, dans les années 80. Bon, voilà. Donc pour le tournant européiste, c'est Maastricht et c'est l'acte unique, le dollar. Le tournant économique libéral, c'est le tournant de la rigueur de 83. Ça fait plus de 30 ans, mais on n'en est pas sorti depuis 30 ans. On est toujours sur un État, là aussi, qui brade totalement sa souveraineté. Hein. Tout à l'heure, on était sur un bradage de la souveraineté à l'Europe fédéralo-Maastricht, et bientôt allemande. Et là, on est sur un bradage économique de la France, où la France privatise à mort, revient sur toutes les nationalisations intelligentes des banques, du crédit, des entreprises et des industries clés. Et la France voilà, se soumet intégralement à la logique du capital, du capitalisme, et de l'Europe aussi d'ailleurs libérale. Donc bradage de la souveraineté économique et monétaire de la France. Et enfin, communautarisme. Alors pour faire avaler la pilule de l'européisme et du libéralisme, bon bah bien évidemment communautarisme. Ethnico-racial. Dévier d'une lutte verticale qui sont les luttes sociales à des luttes horizontales que sont les luttes antiracistes. Bon, bah, communautarisme, je vous fais pas le dessin. Donc lutte verticale, communautarisme ethnico-racial, sexuel, bon bah c'est lobby gay avec Jack Lang
Et Pierre Berger l'obligait avec Jacques Tanguy et Pierre Berger dans les années 80, via le site d'action et tous ces trucs très louches, l'obligait surtout le lobby antiraciste. Bon, le lobby juif, mais bon, eux, ils ont toujours été assez puissants. Le lobby juif avec le CRIF, mais surtout le lobby antiraciste, qui est important. Parce que le lobby juif, c'est un lobby de terrain qui est puissant, mais, ou le lobby israélien, mais qui ne fait pas beaucoup de vagues, qui n'agace pas beaucoup dans le quotidien, mais qui est assez puissant, je vous le conseille. Et surtout le lobby antiraciste, donc communautarisme via le lobby gay, là, la gauche des enculés, si on peut dire, et le, pour être un peu vulgaire, et le lobby antiraciste, c'est-à-dire immigrationniste à l'époque, voilà, où la gauche fait venir des immigrants en masse, au nom des droits de l'homme, de la lutte antiraciste, de la société ouverte, de la société multiculturelle, de l'ouverture à l'autre, de la tolérance. Donc l'antiracisme, c'était bon, Harlem Désir, les réseaux Attali, Harlem Désir, Attali, bon, voilà. BHL, Marie Calter, bon, le tournant communautariste via le tournant, après le tournant libéral, le tournant antiraciste, qui va ensemble, hein. Encore une fois. On dévie les luttes sociales sérieuses par des luttes antiracistes. Les luttes sociales sérieuses qui étaient l'affrontement face au capital, ça c'est enterré puisque la gauche se convertit à l'économie de marché, au libéralisme et au capitalisme financier. Donc on abandonne les luttes sociales et les luttes ouvrières sérieuses pour passer à des luttes sociétales périphériques, donc le droit des homosexuels, lobby gay, féminisme à outrance et grotesque, et alors que c'était pas historiquement une tradition à gauche chez les socialistes, et surtout le lobby antiraciste, via SOS Racisme, la petite main jaune, puis la LICRA, puis Harlem Désir, donc pour dévier les luttes sociales sérieuses. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Rapidement, les 20 ans de la mort de Mitterrand, on commémore ces 20 ans, 96-2016, un bilan bon, totalement mitigé, mais je ne vais pas revenir sur ces 15 ans de gouvernance, ça serait intéressant. Surtout pour voir un héritage et un bilan politique totalement contrasté, et un héritage et un bilan qu'on se subit, qu'on se chope encore dans la gueule, que j'ai appelé cette nouvelle Sainte Trinité. Hein. C'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme dans le christianisme, c'est communautarisme via le lobby antiraciste, libéralisme via le tournant de la rigueur, et européisme via Maastricht, acte unique et la trahison de la souveraineté française par la soumission à l'européisme. Je crois que j'ai fait le tour de... Bon, j'ai habillé Mitterrand pour l'hiver, hein, si c'était pas encore fait. Donc voilà, nous commémorons ensemble les 20 ans de la mort de Mitterrand, comme Mitterrand disait lui-même qu'il était le dernier des grands présidents, c'est vrai. Il aurait été le dernier des grands présidents pour d'ailleurs trahir la France. Il faut toujours des grands personnages, hein. C'est comme Pétain, Mitterrand, il faut toujours des grands personnages qui s'inscrivent dans l'histoire pour trahir leur pays, hein, c'est mieux. Donc les 20 ans de Mitterrand, quel héritage, quel bilan politique, bon moi je vous l'ai dit. Hein. Donc 3. Le tournant européiste de la gauche, via l'acte unique et Maastricht, et la trahison de la souveraineté française, le tournant libéral via le tournant le virage de la rigueur, et le tournant communautariste et antiraciste via SOS Racisme. Donc voilà. Autre sujet, alors, très intéressant, la police cible et privilégie les terroristes et les islamistes pour interrogation. Là on sort totalement, sujet régalien, sujet de défense, sujet des forces de l'ordre. La police est-elle devenue maintenant en France une cible privilégiée de terroristes islamistes? Je vais rapidement traiter de sujet. En effet, on a vu récemment, au mois de janvier, bon, ça fait quelques mois maintenant, plusieurs attaques, bon, qui ont souvent échoué, plusieurs attaques de terroristes, de djihadistes, bon, stipendés par Daesh, agents de Daesh, essayer d'attaquer des forces de l'ordre, en ciblant des forces de l'ordre. Cette fois, c'était pas des dessinateurs, des caricaturistes de Charlie Hebdo, c'était pas une fusillade totalement meurtrière et à l'aveugle comme le Bataclan, c'était des forces de l'ordre. On a vu des islamistes, des terroristes, des djihadistes essayer de passer à l'acte avec un échec en général cuisant. Heureusement, la police les a arrêtés avant, parce que nos services de renseignement font quand même le boulot un minimum, heureusement. Mais on peut se poser la question, est-ce que Daesh, après avoir ciblé des gens, des journalistes, des jeunes, des antiracistes, des pacifistes, des gauchistes, des islamophobes, enfin, est-ce que Daesh ne va pas maintenant cibler les États carrément, les États à travers leurs forces de police, leurs forces de l'ordre, l'État à travers ce qu'on appelle ses compétences régaliennes, donc bien évidemment les forces de l'ordre, la police, c'est corps constitué hein, aussi, corps constitué, donc ça peut être la police, demain la justice, demain l'armée, pourquoi pas des écoles, des collèges, pourquoi pas des hôpitaux, tout ce qui représente l'État et la nation, tout ce qui représente la France, corps constitué, corps intermédiaire, corps constitué, force de l'ordre, force de police. Bon, bien évidemment, rendre hommage bon, à ces policiers qui ont essuyé une attaque, un attentat djihadiste et terroriste et qui ont maté ce terroriste. Bon, hommage aussi bien évidemment à nos services de renseignement et de sécurité, qui ont rend jamais des GSI et des CRE, qui quand même qui évitent, je crois, 95 ou 98% des attentats. Donc pour ceux qui pensent que nos services de renseignement et de sécurité ne feraient pas le boulot, ils font largement le boulot à l'intérieur et à l'extérieur. Mais 98% c'est pas 100%. Donc sur 20 attentats déjoués, il y en a un qui fonctionne. Et un qui fonctionne, ça fait l'hypercachère, ça fait l'affaire Charlie, ou ça fait le Bataclan. Et ça fait 10 morts, 100 morts, 1000 morts. Donc,
Voilà, c'est ingénieur 1. Bon bah voilà, hommage à la police et surtout soutien total. Et il faut se demander si est-ce que la police n'est pas en train de devenir une cible privilégiée des terroristes, des islamistes de Daesh, après avoir attaqué à l'aveugle un peu, parce que là ils s'attaquent à l'État, aux forces de l'ordre. On a vu cette attaque grotesque en région parisienne ou vers Versailles, mais bon, l'homme a été maté, hein, donc tant mieux, mais soyons sur nos gardes tout de même, voilà, donc rendons hommage à la police de ça, qui semble être une cible privilégiée des terroristes et islamistes et de Daesh. Donc voilà, maintenant l'état d'urgence. Alors voilà, bon, je dis ce que j'avais à dire, hein. Soutien total à la police et aux forces de l'ordre, et renforcer bien évidemment les forces de l'ordre, et donc j'en viens à un autre sujet, mais en lien, faut-il prolonger l'état d'urgence face à cette menace djihadiste grandissante? Bon, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos présentes, faut-il prolonger l'état d'urgence? C'est un débat qu'on se pose, hein. Donc la sécurité des citoyens, de la population française avant tout, ou les libertés publiques, les libertés individuelles. C'est toujours l'affrontement, vous savez, les légalistes, raison d'État, hein. Les légalistes qui sont partisans de la légalité, de la loi républicaine, donc de la défense des libertés publiques, des libertés individuelles, et voilà, et ceux qui sont partisans de la raison d'État, donc défendre la patrie, défendre l'État quand il est en danger, donc prolonger l'état d'urgence. Bon, la menace djihadiste, bien évidemment, est toujours prégnante, puisqu'on l'a vu en ce début d'année, des nouvelles tentatives d'attentats terroristes et djihadistes, notamment sur des forces de l'ordre, donc là, faut pas rigoler, hein, ce sont les policiers, ceux qui assurent notre sécurité, notre protection, donc soutien total. Mais il n'y a pas eu de mort, heureusement, pas eu non plus de blessés. Voilà, faut dire prolonger l'état d'urgence dans la tour vieille affrontement. Légalistes et partisans de la loi et des libertés face à ceux qui sont partisans de la raison d'État, ce qu'on appelle le salut public, salut commun, salut public, raison d'État, les patriotes, les souverainistes en général, qui sont prêts. Faut-il prolonger l'état d'urgence? Oui, s'il le faut, si les conditions sont là. Comme je dis toujours, à circonstances exceptionnelles, institutions extraordinaires. Il y a quand même des circonstances exceptionnelles en France qui s'appellent le plan Vigipirate, la menace islamiste, djihadiste et terroriste. Ça c'est exceptionnel, on n'est pas totalement en temps de paix. Il y a une menace de guerre et d'invasion et une menace d'attentats terroristes, djihadistes et islamiques. Et bon, les institutions extraordinaires suivent. Donc, ça peut être état d'urgence, ça peut être loi renseignement, ça peut être tout ce que vous voulez. Faut-il prolonger l'état d'urgence? Moi je dis oui, parce que visiblement, oui. Mais bien sûr, l'état d'urgence ne doit pas devenir un Patriot Act à la française, hein. Ça c'est ce que je dis bien évidemment. Bon, mais je crois que j'en ai assez parlé sur mon débat sur... Donc je vais revenir d'ailleurs le débat sur la déchéance de nationalité. Il ne me semble pas que l'état d'urgence nous emmène vers un Patriot Act à la française, c'est-à-dire un état sécuritaire intégral. Bon, un état sécuritaire qui suspendrait la liberté individuelle, je crois qu'il faut être sérieux de minutes. Voilà. Donc voilà, après avoir rendu hommage à la police cible privilégiée des islamistes, faut-il prolonger l'état d'urgence face à la menace djihadiste, terroriste et islamiste? Je dis oui. Pas que ça devienne un Patriot Act à la française, il n'y aura pas à mon avis de suspension dramatique des libertés individuelles et des libertés publiques, et c'est une mesure sécuritaire, mais pas liberticide, voilà, c'est pas pareil. On peut assurer la sécurité tout en ne tombant pas dans la dictature, on est quand même un état de droit, on n'est pas un état policier. Et garantir les libertés individuelles. Un état sécuritaire, on dit on n'est pas un état sécuritaire à mon avis, mais un état sécuritaire ne veut pas dire non plus un état liberticide. On peut vite glisser de l'un à l'autre, mais bon, pas déconner quand même. Voilà. Ensuite, donc j'ai prolongé l'état d'urgence. Bah c'est tout. Donc voilà, faut-il prolonger l'état d'urgence? Oui, mais pas de manière permanente et totale, hein. Il faut faire attention que les libertés publiques et individuelles ne soient pas reniées, mais on n'est pas en dictature, hein. On n'est pas dans un état non plus sécuritaire. Voilà, ensuite je vais aller sur la primaire à gauche. Donc voilà, c'est tout sur tout. Il faut prolonger l'état d'urgence face à la menace djihadiste, pas de manière permanente et éternelle, mais la sécurité et la raison d'État doivent primer avant tout. Même sur la liberté individuelle, moi il me semble. Sans tomber dans un état policier sécuritaire intégral, évidemment. Autre petit sujet. Donc il y aura deux parties, hein, deux vidéos. Pour une primaire à gauche, point d'interrogation, la mobilisation des politiques et des intellectuels. Alors ça on a vu aussi, bon je vais y aller rapidement, on a vu dans le mois de janvier, là, même un peu décembre janvier, pour une primaire à gauche, la volonté s'est parue dans Libération et ailleurs, dans la presse, dans les médias, une volonté notamment de la part des écologistes, mais tout un groupe de politiques et intellectuels dont je n'ai pas les noms, mais bon, Cohn-Bendit entre autres, bon, tous les Verts, Emmanuel Cos, Cécile Dufaux, Michel Onfray, Régis Debray, bon voilà.
Frey, Cos, Duflot, Mélenchon, Debré, Cohn-Bendit, donc des politiques, des intellectuels, des militants, des philosophes, des écrivains, des gens de qualité, des gens moins, des gens que j'estime, des gens moins, mais je ne vais pas m'attarder sur mes goûts personnels et sur mes préférences, c'est pas l'intérêt. Hein. Je livre une analyse froide et rationnelle, et en tout cas, c'est le plus objectif, et surtout, bon, j'essaie de livrer un commentaire politique et pas un commentaire émotionnel. Voilà, pour une primaire à gauche, bon, intéressant puisque Hollande ne sera pas le candidat désigné, il est totalement décrédibilisé puisqu'il n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage, les déficits et la dette publique sont grandissants, donc il n'a pas résolu le problème du chômage, de l'emploi, de l'endettement. Bon, il y a guère que sa politique étrangère et internationale qui soit satisfaisante, quoique, parce que bon, avec les Russes et Poutine, il y aurait quelque chose à dire, face à Daesh, il y aurait quelque chose à dire, en Europe, c'est une catastrophe, soumission à l'Europe et à l'Allemagne impériale, bon voilà. Sa politique étrangère internationale me semble être là encore la moins catastrophique. Hein. Pourtant, Dieu sait que le Quai d'Orsay a été ravagé, mais il me semble que la diplomatie hollandaise, c'est encore peut-être le moins pire. Bon, à voir, c'est pas sûr, hein, mais il me semble. Donc là, on est dans le truc des primaires. Hein. On réclame une primaire à droite, bon, à gauche, c'est la tradition, une primaire. Bon, il y aura probablement, même sûrement une primaire. Bon, moi, je dis une primaire, pourquoi? C'est toujours ce que je dis. Bon, mobilisation des politiques et des intellectuels. Bon. Une primaire à gauche, pourquoi? Qui pourrait, bon, on voit Valls, bon, pour le PS, hein, Valls, Mélenchon, Hollande, Valls, Mélenchon, Hollande, certains incarnant le colbertisme et le souverainisme, d'autres la soumission totale à l'Europe libérale et le social-libéralisme, machin, social-démocratie. Il faudra voir les courants, il y aura sans doute Valls, Montebourg, Hollande, peut-être Martine Aubry, et bien d'autres, Hamon encore. Bon, l'aile gauche, l'aile droite du PS, bon, quand on dit primaire à gauche, c'est primaire au PS, hein, bien évidemment, c'est ce que j'entends par là, d'ailleurs c'est ce qu'on entend par là. Même si Mélenchon, le Parti communiste, s'est fendu aussi de vouloir envahir j'allais dire, le champ politique de la primaire, mais voilà. Donc c'est tout. Voilà, bon, mobilisation, bon, en fait c'est une mobilisation des bobos hein, dans Libération, comme toujours, des politiques et des intellectuels. Pour une primaire à gauche, oui, mais pourquoi? Hollande, en effet, vu tout son échec patent et total sur le front avant de l'emploi, du chômage, de la réduction des déficits, et de la dette publique et du retour de la croissance économique qui ne revient pas, ou alors tout marginal, Hollande n'est pas le candidat autodésigné et absolu de la gauche. Hein. Pour une primaire à gauche, oui, mais qui? Pour quel programme, quelles idées sociodémocrates, sociolibéraux, souverainistes, keynésiens, libéraux, quelle politique économique, sociale, plus libérale ou pas, l'aile gauche ou l'aile droite du PS, bon, qu'est-ce qui se trame là-dedans? Je pense que ça a été à l'initiative de Martine Aubry cette histoire, mais bon, il faudra suivre ça d'un intérêt, hein, parce que ça nous concerne. Donc après les primaires à droite, maintenant les primaires à gauche. Bon, eux, c'est tradition, sauf qu'en général, en effet, Hollande est le sortant de la présidentielle, en général, le sortant de la présidentielle, qu'il soit gauche ou droite, est le candidat autodésigné. Hein. C'était toujours ça à droite, Chirac, Sarkozy, Giscard, même à gauche avec Mitterrand, bon, enfin, Mitterrand, Chirac, Giscard, De Gaulle évidemment, que ce soit de gauche ou de droite, UMPS, en général, le candidat sortant, enfin le candidat naturel et désigné d'un parti, c'était le sortant de la présidentielle, hein, parce qu'il avait quand même fait ses preuves, bon là il se trouve que c'est pas ça, Hollande étant totalement décrédibilisé sur tous les terrains. Donc voilà, dernier petit sujet avec Calais, donc pour une primaire à gauche, bon, je suis pas tellement de gauche, encore moins PS, mais bon voilà. On voit une mobilisation des politiques et des intellectuels, assez bobo, on voit la ligne libérale-libertaire qui se profile, et pour une primaire à gauche, oui mais pourquoi? Hollande ne sera pas le candidat autodésigné, à mon avis il sera one shot, hein, il sera dégagé en 2017, mais à quel tour? What else? Hein? Qui d'autre? À quel tour? Est-ce que ce sera la théorie de l'alternance gauche-droite? On verra. Bon, dernier petit sujet pour cette vidéo, parce que là je vois que j'approche de la demi-heure et je ne veux pas être plus long pour cette vidéo. Affrontement à Calais entre les migrants et les Français vers la guerre civile en France. Alors là j'en ai déjà parlé, j'ai fait une longue vidéo sur nos borders, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a vu là en janvier, face d'ailleurs à une volonté de démanteler la jungle de Calais, de démanteler la jungle, le bidonville de Calais, hein, qui est ce camp, cette espèce de bidonville, la jungle de Calais, où il y a 6 ou 7 000 migrants et réfugiés qui s'entassent, et qui foutent la pagaille, c'est l'anarchie sociale, sanitaire, hygiénique, tout ce que vous voulez, à Calais depuis d'ailleurs 10 ans, hein, ça fait 10 ans que ça dure cette affaire, mais ça fait 1 an qu'on en parle. Donc affrontement à Calais, oui on a vu un affrontement grave, assez important, et je finirai là-dessus. Donc je dis guerre civile en France, bon j'exagère, mais on se demande si on va pas faire ça. Hein. Un affrontement à Calais entre les migrants et les Français de souche. Les migrants et les Français de souche, affrontement à Calais entre bon, les migrants ou réfugiés, totalement aidé d'ailleurs par nos borders, je ne vais pas revenir sur nos borders, ces mondialistes de gauche, cette association, cette organisation mondialiste d'une mouvance gaucho-trotskiste, gauchiste,
qui prône la régularisation des sans-papiers, des clandestins et l'invasion migratoire, l'abolition des frontières et l'invasion migratoire bon, pour les migrants et les réfugiés en France. Donc on connaît The Border. The Border qui a épaulé totalement, on l'a vu à Calais, et c'était très grave, des migrants qui ont attaqué violemment des Français. Et des Français d'ailleurs qui se sont... un peu le bon français là qui a sorti son fusil et on a vu très énervé et ça, il a failli avoir des... Mais bon, il n'y avait pas de balles, il n'était pas chargé, mais on a vu comment cette situation a failli dégénérer entre des deux souches, des Français de souche et des migrants. Et là, pour finir sur cet affrontement violent, cet affrontement physique entre migrants et Français, qui amènera, avec la complicité des médias d'ailleurs et des gauchistes de Border, qui amènera à une guerre civile en France, avec des gens qui vont se taper dessus et qui ne peuvent plus supporter, à cette nouvelle lutte des classes dont j'avais déjà parlé. Hein. La nouvelle lutte des classes qui rejoint cette guerre civile, qui rejoint ces affrontements entre migrants et Français de souche. C'est l'affrontement entre ce que j'appelle les producteurs sédentaires qui sont enracinés, qui sont sédentaires que sont les Français, qui sont attachés à un sol, qui ne sont pas nomades et qui sont sédentaires enracinés et qui sont productifs, face aux prédateurs nomades, ce que j'appelle les prédateurs nomades, et là ce sont les migrants. Des prédateurs nomades, puisque les migrants sont des nomades, puisqu'ils bougent, ils ne sont pas fixes, ils ne sont ni sédentaires ni enracinés, ils sont improductifs puisqu'ils sont volatiles et nomades, et ce sont des prédateurs. Là on voit que ce sont des prédateurs, puisqu'ils sont violents et agressifs. Calais ça va dégénérer, ça va totalement dégénérer, et il faut arrêter ça, hein, parce que pour les Français ça devient intenable, même pour les migrants ça devient intenable. Je vais pas reparler de la jungle de Calais, et je vais pas m'attarder plus sur la mouvance de Border et sur ces gauchistes ignobles qui sont en plus permis de salir la statue du général de Gaulle, on l'a vu, qui ont tagué, mais je l'ai déjà dit, qui ont dégradé la statue du général de Gaulle pour bien manifester leur haine de la France. Hein. Derrière l'amour de l'immigré, il y avait la haine de la France. Bon, la haine de la France, c'est les migrants. Parce que nos yeux nique la France sur De Gaulle. Quoi. Donc, là, on voit ce que c'est que l'antifascisme pathologique, hein, et le gauchiste. Haine de sa nation et haine de lui, de soi avant tout. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour cette première partie. On est à peine à une demi-heure, donc c'est parfait. Je reviens tout de suite dans une autre petite vidéo. Donc voilà, j'en ai fini sur les affrontements. Affrontements à Calais entre migrants et Français. Bon, je vous ai présenté ma lutte des classes entre les prédateurs nomades et les producteurs sédentaires. Ça rejoint cet affrontement migrants français de souche. Et que derrière ces affrontements à Calais très violents, qui ne vont aller qu'en s'accentuant, sauf si on démantèle la jungle de Calais et qu'on vire les migrants, ça ne va aller qu'en s'accélérer, et ça n'amène rien de bon pour la paix sociale, la paix civile en France, et une menace de guerre civile qui pèse sur la France. Hein. Donc j'en ai fini avec les affrontements à Calais. Salut à tous, et à tout de suite pour la seconde et dernière partie de cet entretien de janvier 2016, Actualité nationale. Salut à tous.